Cette vidéo a été possible grâce à notre partenaire 1001 Pneus. Si vous cherchez des pneumatiques à bon prix, n'hésitez pas à aller voir sur leur site et si vous utilisez le code en description, vous aidez le Choucroute Garage à financer les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Je dois dire que je suis un peu embêté aujourd'hui parce que sur ce coup, je pense que je me suis trompé. Aujourd'hui, nous allons faire le tour des nouveautés d'une marque dont je ne donnais pas cher de la survie et qui pourrait bien devenir l'une des meilleures sur le marché. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Bon, je vais pas faire durer le suspense, mais il faut que je revienne un peu en arrière pour vous expliquer comment j'ai fait probablement un mauvais pronostic. Nous sommes en 2007 et la Tesla Model S est encore sur la planche à dessin. Ingénieurs et designers se succèdent pour lui donner naissance. La première étape du design est assurée par Henrik Fisker. Mais son dessin n'a pas du tout été du goût d'Elon Musk. Je dois dire qu'à titre personnel, avec le recul, je suis plutôt d'accord avec lui. Fisker claque la porte et décide tout de même de produire la voiture avec quelques modifications mineures. Elle a été présentée sous le nom de Fisker Karma. Après une présentation pleine de promesses et de superlatifs, la voiture aura une carrière très décevante. En effet, Henrik Fisker voulait beaucoup de choses et surtout a voulu faire comme Tesla, avoir sa propre usine et contrôler sa production. Pour une entreprise toute neuve, c'est un challenge, mais en plus, Fisker a été frappé par la malchance. L'incendie de nombreuses Karma suite à un mauvais choix de fournisseur de batteries a scellé le sort de la voiture et de la marque. Au début du Choucroute Garage, j'avais fait une vidéo sur l'aventure d'Henrik Fisker, et je vous invite chaudement à aller la voir même si elle a déjà 3 ans. Elle se trouve dans les fiches, juste ici. Bon, par contre, elle est un peu datée, mais elle se regarde encore très bien. Dans cette vidéo, j'avais été plus que dubitatif sur l'avenir de Fisker INC, et j'avais fait une suggestion à Monsieur Fisker. Je ne sais pas s'il l'a entendu, et j'en doute même, mais force est de constater qu'il a suivi le même cheminement intellectuel que moi. Se concentrer sur ce qu'il fait le mieux et déléguer le reste était la décision la plus logique, ce qui permet à ce jour à Fisker de commencer à livrer son SUV Ocean. Je ne pensais pas que la marque parviendrait à survivre jusque-là, mais force est de constater que je me suis trompé. Je reviendrai en fin de vidéo sur mes prévisions, et vous verrez que mon avis a bien changé. Restez bien jusqu'au bout. Tout n'est pas encore joué, et les mois à venir sont déterminants pour la survie à moyen et long terme de Fisker INC. Toutefois, il y a un point qui pourrait bien leur donner un coup de pouce énorme. La nouvelle gamme de produits qui vient d'être présentée ces derniers jours. Il n'est pas courant de faire une présentation de produits au cœur de l'été, mais c'est une bonne occasion de profiter de la léthargie médiatique estivale. En tout cas, c'est toujours mieux que de faire le buzz avec des reportages ou des pseudo-informations contre la voiture électrique ou contre Tesla juste pour meubler et faire le buzz. Mais ça, on en reparle très bientôt. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater ce qui vient bientôt d'ailleurs. Et croyez-moi, ça va être croustillant. Il n'est pas non plus courant de présenter de multiples produits lors d'une présentation, car cela ne génère qu'un seul pic de visibilité. Fisker l'a pourtant fait de manière intelligente et on va le voir maintenant. Pour cette première présentation, nous ne sommes pas face à un nouveau produit, c'est plutôt une nouvelle définition de l'Ocean qui s'adresse à un public bien ciblé. Ce pack d'équipements tout-terrain s'articule autour des capacités off-road du SUV. Suspension plus haute, roues massives aux pneus sculptés pour tous les terrains, extension d'ailes, protection de pare-choc et galerie stylée en font un véritable 4x4. Du moins dans son aspect. Reste à voir ses capacités réelles, mais nul doute qu'elle pourra se faufiler dans des endroits jusqu'alors inaccessibles à l'Ocean actuel. Le point intéressant de ce pack est qu'il ne s'agit pas d'un modèle à part entière, mais d'un ensemble d'équipements qui peut être monté sur un Ocean normal, même après livraison. Cela signifie que les clients déjà livrés pourront aussi les faire installer. Le second modèle présenté par Henrik Fisker est bien plus... comment je dirais ça? Anecdotique. Faire un coupé cabriolet à 4 portes et 5 places doublé d'une sportive hors pair n'est pas une chose commune et ne sera jamais un produit grand public. Mais la Fisker Ronin a tout de même un intérêt.
Dotée d'une carrosserie typique du designer danois, elle n'est pas sans évoquer la Mazda RX-8. En effet, elle dispose, comme la japonaise, de 4 portes, dont les arrières sont réduites. Fisker annonce une ouverture en sorte de papillon. Mais bon, ça c'est surtout pour le fun. Et en plus, Henrik Fisker n'a pas fait de présentation de cette ouverture. Sa mécanique fait parfaitement écho à la notion de fun, avec 1000 chevaux annoncés grâce à 3 moteurs. Tiens, ça me rappelle un truc, ça. Elle promet 600 miles d'autonomie, soit 960 km environ. Bon, ok, ça c'est pour faire rêver, mais Fisker a déjà prouvé par le passé que ses promesses extravagantes ne sont que rarement suivies d'effet. Enfin, quoique. La voiture sera tarifée 385 000 $, ce qui la placerait hors de portée de presque tout le monde. À ce tarif, en produire quelques-unes dans un atelier dédié serait donc une bonne idée pour en faire un porte-drapeau pour la marque. Mais aussi un laboratoire pour les technologies futures. C'est là que la Ronin devient intéressante, puisque sa technologie de batterie est promise comme très innovante. Bon, on parle plus de batterie au graphène comme sur la e-motion, hein. C'était une batterie de dans 3 ans et il est probable qu'elle n'arrivera pas avant très longtemps. On parle ici d'une manière de produire la batterie totalement différente de ce qui est fait aujourd'hui. Tesla, BYD, Geely et Xpeng misent sur la batterie structurelle qui remplace le plancher de l'auto. D'ailleurs, vu la construction de la Fisker Ocean, il est possible que Fisker puisse le faire. Mais ça, on en parlera dans une vidéo dédiée. Fisker veut encore aller plus loin et veut intégrer directement les cellules dans la structure même de la caisse. Cela fait encore économiser du poids, mais quid de la fabrication et de la maintenance? Je vais suivre cela avec intérêt afin de comprendre si oui ou non cette technologie peut faire une réelle différence par rapport aux techniques actuelles les plus avancées. Bien, là on a parlé de très haut de gamme, mais Fisker veut une entreprise qui veut faire du volume. Et ce n'est pas avec la Ronin qu'elle peut le faire. Son designer danois avait donc un autre produit dans sa manche. La Pir. Alors que beaucoup attendent la Tesla Compact, et que certains constructeurs se ruent sur ce marché comme Volvo avec son EX30 ou BYD avec sa Dolphin, Fisker se joint à la fête avec une compacte plus qu'intéressante. La Pir est un mix entre un petit SUV, une berline compacte à haillons et un monospace urbain. Son style est 100% Fisker et offre des caractéristiques très intéressantes. Le designer est parti de constats qui ne sont pas, et de loin, les moindres de nos soucis. Une telle auto aura pour vocation en effet de se déplacer en ville, et sa compacité le démontre. Pourtant, on constate souvent que la civilité n'est pas la chose la plus répandue du monde, et il n'est pas rare de voir son auto collée par une autre lorsqu'on se gare en créneau. Ouvrir son coffre est alors un casse-tête, mais la Fisker Pir a une solution ingénieuse pour résoudre le problème. La porte Houdini. Oui, comme le magicien. La vitre s'escamote dans la partie basse du haillon qui lui disparaît derrière le pare-choc. Le coffre avant est annoncé comme énorme, mais Henrik Fisker ne le montre pas. Encore une fois, il garde des choses dans sa manche. Il laisse d'ailleurs énormément de choses dans l'ombre au sujet de cette auto, et c'est le cas pour tous les produits présentés, ce qui laisse la place à des présentations dédiées. Malin ce Fisker. 2 versions sont présentées, 5 et 6 places. Waouh! Ça c'est réellement une sacrée annonce. Avec 2 rangs de 3 places, cette auto pourrait bien être la plus logeable de sa catégorie. Et ça, c'est vraiment intéressant pour certaines familles. Là, je dis bien joué monsieur Fisker. La version 5 places aura la grande tablette orientable de l'Ocean, tandis que la 6 places sera dotée d'une plus petite tablette centrale au format paysage. Un peu comme pour les modèles 3 et Y actuels. On ne sait pas s'il y aura un afficheur devant le conducteur. À voir en détail lors de la présentation complète de l'auto. Niveau technique, peu de choses sont dévoilées lors de cette présentation, mais d'un point de vue industriel, un petit point vient mettre en lumière les ambitions du constructeur. La mise en production se fera dans plusieurs usines. On sait que le chinois Foxconn est dans le coup, et donc il est probable que 2 des pays qui accueilleront des usines seront les États-Unis et la Chine. À voir s'il y en aura plus. Enfin, la Pir est annoncée juste sous les 30 000 $ hors taxe, ce qui la place plutôt pas mal face à ses concurrentes actuelles. Mais un peu plus cher que la Tesla Compact annoncée pour 25 000 $. Mais bon, ce ne sont que des prévisions, aussi bien d'un côté que de l'autre, et donc il faudra voir ce que cela donne dans la vraie vie. Il aurait pu s'arrêter là, mais Henrik Fisker n'a pas pu résister au plaisir de faire ce petit effet de style tellement plaisant qu'est le One More Thing, qui a toujours fait le succès des keynotes de Steve Jobs en son temps. Et là, j'avoue que je me suis décroché la mâchoire.
Le monde du pick-up électrique est en effervescence en ce moment, et de nombreux produits captent l'attention. Entre les Rivian R1, les Ford F-150 et Tesla Cybertruck, ainsi que tous les produits à venir comme le Chevrolet Silverado ou le Ram 1500 REV, on a affaire à de très gros bébés. Lourds, massifs et totalement inadaptés aux conditions routières, mais aussi aux législations européennes, ces engins sont certes beaux, ou pour certains fascinants, et performants. Ils nous sont tout de même inaccessibles. Enfin, peut-être que le Cybertruck pourra passer les normes, car il devrait être plus léger que les autres, et donc permettre tout de même de passer sous la barre des 3,5 tonnes. Mais bon, ça c'est à voir dans les prochaines semaines. Abonnez-vous, je vous dis, il va y avoir plein de choses dans les prochaines vidéos. Dans les gammes des pick-up compacts, il n'y a que peu de véhicules présentés. Lorsque je parle de compact, c'est bien sûr selon la norme américaine. Un Toyota Hilux ou un Volkswagen Amarok sont par exemple des mini-trucks là-bas. Ford a bien teasé un futur Ranger Lightning et Rivian compte bientôt présenter le R2, plus compact et moins cher que la gamme R1. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée de ce à quoi ils vont ressembler. Eh bien, Fisker a décidé de griller tout le monde sur le poteau avec son nouveau pick-up Alaska. Et là, je le répète, waouh! Bien que sa forme générale soit proche d'un pick-up traditionnel, l'Alaska a tout pour faire un énorme succès. Sa gueule est juste un concentré du talent de son créateur. Sportif, mais pas trop, conservateur, mais pas trop, gros, mais pas trop. Sa taille est à mi-chemin entre le mini-truck et le mid-size truck. Donc à savoir entre un Ranger et un F-150. Il devrait donc se situer dans les 5,20 m, 5,30 m de long, ce qui le rend raisonnablement utilisable partout dans le monde. Il aura par contre un second atout. Ce n'est pas un nouveau véhicule. Sa plateforme est développée sur la base de celle de l'Ocean. Celle-ci est juste rallongée. En le regardant, on retrouve le même pare-brise, des portes similaires si c'est pas identique, et plein d'éléments qui peuvent être repris du SUV. Son intérieur sera similaire, tout comme l'ensemble de sa mécanique. Cela veut dire qu'il pourra entrer en production très rapidement, et la standardisation des éléments le rendra moins cher qu'un produit entièrement nouveau. De plus, l'utilisation de la plateforme de l'Ocean signifie qu'on aura affaire à une construction monocoque, donc plus légère que pour les pick-up traditionnels. C'est certes moins résistant qu'un châssis séparé, mais pour un usage classique, cela ne posera pas de problème. Seuls les entrepreneurs faisant usage de leur véhicule dans des chantiers très destructeurs, comme les entrepreneurs de travaux publics ou les forestiers, devront se tourner vers des tanks hyper solides comme le Cybertruck. La porte Houdini sera également présente entre la cabine et la benne, ce qui est un énorme avantage pour ceux qui veulent charger des objets longs, mais aussi pour ceux qui utilisent leur pick-up pour camper. L'ouverture permet de bénéficier de la climatisation et du chauffage du véhicule dans la partie habitable, et ça, c'est juste un total changement par rapport aux anciennes manières de faire. Croyez-moi, j'en connais un rayon sur le sujet. Cette cellule sur mon premier pick-up était lourde, mais confortable. Elle était très compliquée à conduire parce que beaucoup trop lourde pour le porteur. La seconde, que j'ai fait de mes petites mains, n'avait qu'un confort sommaire, étant donné que je l'ai voulu beaucoup plus légère. Son usage aurait été largement plus agréable si j'avais eu la fonctionnalité du Fisker dans mon ancien pick-up. Refaire un concept de module habitable sur un Fisker Alaska me tente énormément pour pouvoir profiter d'un véhicule qui soit à la fois un utilitaire et un camping-car quand j'en ai besoin. J'avoue que je suis totalement bluffé, d'autant plus que Fisker a annoncé un prix de départ à 45 400 $ hors taxe. S'il parvient à tenir ce prix, on est face à un futur best-seller, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers souhaitant s'en servir comme camping mobile. En tout cas, moi, il me donne super envie d'en avoir un. Voilà pour la présentation des modèles. Pour conclure, voyons mes prévisions pour Fisker. En premier lieu, voyons la situation actuelle. L'Ocean est entré en production à Graz, dans l'usine autrichienne de Magna. L'entreprise est sur la bonne voie pour commencer à grandir, mais les défis sont nombreux. Fiabilité, gestion des coûts, approvisionnement et service client seront les points déterminants pour permettre à Fisker de générer des profits. En ce qui concerne la Pear, l'accord avec Foxconn permet d'espérer une voiture de série d'ici fin 2024, selon toute vraisemblance. Dans les deux cas, les Fisker reposent sur les architectures mécaniques et le savoir-faire des sous-traitants combinés au design d'Henrik Fisker. Le tout est coordonné par le millier d'employés actuels de l'entreprise.
On se retrouve face à une situation totalement opposée à celle de Tesla. Alors qu'Elon Musk travaille d'arrache-pied pour intégrer au sein de ses équipes un maximum de compétences, Fisker délègue les parties techniques et industrielles pour accélérer son arrivée sur le marché. Le designer danois a visiblement compris les leçons de son échec avec la Karma et compte bien ne pas les reproduire. Enfin presque. En effet, je pense que la Ronin sera un pur produit Fisker et sera assemblée en petite série au sein d'ateliers internes aux constructeurs. Le but ici est double. Premièrement, gagner de l'expérience et des compétences sans engager l'avenir de l'entreprise. La Ronin sera en effet un porte-étendard et non pas un produit générant la marge nécessaire à la survie de l'entreprise. Fisker s'en servira donc comme bac à sable pour faire évoluer ses autres autos et expérimenter de nouvelles manières de faire. Enfin, l'Alaska est sûrement le produit qui est le plus malin de la gamme Fisker aujourd'hui. Profitant de la plateforme et d'une bonne partie des pièces de l'Ocean, il n'est pas cher à concevoir et facile à industrialiser. Il pourrait bien, encore plus que la Peer, être la clé du succès de la marque. Premièrement, le produire en Europe à Graz est facile et ne nécessite pas de nouvelles installations. Tout au plus, faudra-t-il adapter l'outil existant pour produire les caisses. L'assemblage pourrait largement se faire sur les mêmes chaînes que pour le SUV. Les approvisionnements seront ainsi mutualisés. Les fournisseurs recevront de plus gros contrats et pourront donc concéder de meilleurs prix. Deuxièmement, pour les États-Unis, le seul Ocean ne requiert pas à ce jour une usine pour lui. Il ne bénéficie donc pas des aides américaines pour l'achat d'un véhicule électrique. Vu le marché du pick-up outre-Atlantique, ajouter l'Alaska à la gamme ouvre les portes à un nouveau contrat avec une usine nord-américaine du groupe Magna, et donc une production locale. Combiner une image Made in America et les aides fédérales pourrait bien offrir à Fisker l'un des meilleurs rapports prix-prestation du marché, et donc faire exploser la demande. Au final, je dis bravo à Henrik Fisker d'avoir su adapter sa stratégie aux réalités et d'avoir mis un peu son orgueil dans sa poche pour aller de l'avant et donner corps à ses rêves. Espérons que l'entreprise passera sans encombre les prochains mois et les tensions financières liées à la mise en production de son premier modèle. Personnellement, s'ils bossent bien et que leurs produits sont aussi réussis qu'il est promis, il est possible qu'un jour, une Fisker partage ma cour avec Maggie, ma Tesla Model S. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Au final, je dis bon. Salut Choppy. Je suis en train de tourner mon chien. Au final, je dis bravo à Henrik Fisker. Bon, l'assistant a voulu être là, donc voilà. Au final, je dis bravo à Henrik Fisker d'avoir su adapter sa stratégie. Non mais, Choupi. Bon, allez, file. Non. Non. Pas mon clavier.